Je pense que si On vous va êtes passer d'accord, à on va rester. l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Merci, bravo. Et donc, on fait intervenir à distance de Bruxelles le professeur Vincent Huberti. Alors, moi, j'aime bien le titre, l'exemple parfait, l'endosleeve. Ça veut dire que c'est l'opération idéale, la seule, celle qu'il faut recommander à tout le monde. De collaboration. Collaboration. D'accord. Connaître Je me disais, l'expérience. est-ce que c'est la technique la chirurgicale, interventionnelle parfaite qu'il faut recommander à tous? Bah, on va voir ce que Vincent La technique idéale. voilà. Je pense que dans les mains de Vincent, c'est une très, très, très belle technique. Vincent, j'espère que tu peux nous entendre et Je suis nous là. voir. Oui, Voilà, merci parfait. beaucoup. Merci pour cette charmante invitation. And hello, Moït and Christine. I'm happy to see you. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je vais essayer de faire ça en visio de manière claire. Et donc, oui, effectivement, l'exemple belge est un exemple intéressant parce que la collaboration médico-chirurgicale se passe bien, l'apprentissage de l'endoscopie commence à pénétrer les cercles chirurgicaux avec un enthousiasme et l'endoscopie bariatrique est la voie à suivre pour les années à venir. Et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter effectivement ce topo sur l'endoscopie bariatrique et l'endosleeve en particulier pour voir où nous en sommes. Donc, petit rappel des faits aujourd'hui, les enfants dans le monde meurent plus d'obésité que de famine. Et la prochaine pandémie, celle qui va occuper notre siècle, est effectivement l'obésité. Donc, il faut s'y atteler. On sait que l'évolution de la chirurgie a été vers le moins invasif, là où l'évolution de l'endoscopie, en devenant de plus en plus thérapeutique avec les techniques du troisième espace, a évolué vers ce qu'on appellerait aujourd'hui l'endoscopie chirurgicale. Et donc, on est à la croisée des chemins et l'endosleeve est une technique à la croisée des chemins. Chez moi, à Bruxelles ou en Belgique, elle est pratiquée tant par les chirurgiens que par les gastro-entérologues. Je pense que, comme déjà dit précédemment, il faut avoir une formation adéquate, mais chaque outil peut être pratiqué par chacun une fois que la formation est adéquate. Et cette technique est un exemple typique de ce genre de fonctionnement. Alors, bien sûr, l'obésité est une maladie chronique avec des rechutes et des rémissions qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Ce n'est pas simplement faire une sleeve ou une endosleeve qui va permettre la guérison de la maladie. On sait que cette maladie va évoluer dans le temps, va aller parfois mieux, parfois moins bien. Et c'est mettre en place une structure multidisciplinaire de prise en charge composée d'un endocrinologiste, d'un endoscopiste, d'une infirmière, d'une psychologue, d'un chirurgien, d'une diététicienne qui va permettre d'avoir une réelle modification de ce comportement en général et d'améliorer le devenir de cette maladie. Le but étant de promouvoir le coaching physique et les sports. Alors aujourd'hui, comme déjà dit précédemment, moins de 1% des patients avec des critères chirurgicaux. En France et en Belgique, ce sont les mêmes critères, donc indice de masse corporelle de plus de 40 ou plus de 35 avec des problèmes de santé, vont recevoir la chirurgie. 99% des patients chirurgicaux ne vont pas recevoir de chirurgie. Mais il faut savoir qu'en plus de ça, moins de 1% des patients vont recevoir les fameux analogues du GLP-1 ou les autres thérapeutiques qui existent dans les problèmes de poids. Et donc, on a aujourd'hui 99% de notre population obèse qui n'est pas traitée, qui représente un surcoût pour la société, un surcoût pour les patients et qui nécessite d'être prise en charge. Ces techniques d'endoscopie, elles sont intéressantes parce qu'elles vont à la fois préserver l'organe, elles ont à la fois un rapport d'efficacité et de sécurité qui est excellent. Elles n'ont pas de conséquences à long terme et elles n'engendrent pas de disruption du continuum digestif. Alors, il y a bien sûr deux focus principaux. Le premier, c'est l'estomac et le deuxième, c'est le tube digestif inférieur, le petit intestin. Aujourd'hui, je parlerai essentiellement de l'endosleeve, donc je me focaliserai sur l'estomac, mais tout le reste de l'endoscopie bariatrique, je pense qu'on peut tous vous en parler pendant des heures. Il y a
des cibles de plus en plus et de plus en plus de développement qui est fait par rapport à celle-ci. Avant, on était avec un paradoxe où on avait à gauche du spectre diète et exercice, à droite du spectre la chirurgie, entre les deux, rien du tout. Aujourd'hui, on a des médicaments, on a des techniques d'endoscopie, donc EBMT, c'est Endoscopic Bariatric and Metabolic Therapies, et on a effectivement cette nouvelle génération, les nouveaux dispositifs qui sont en train d'arriver, des combinaisons avec les traitements médicamenteux qui vont apporter encore plus d'efficacité. Et donc, on est vraiment en train de changer la discipline complètement. Alors, un petit mot sur les ballons. Personnellement, j'en mets de moins en moins. C'est assez facile à faire, c'est assez rapide comme procédure. Néanmoins, il y a pas mal d'effets secondaires. Globalement, les gens vont perdre du poids parce qu'ils sont malades, ils ont un gros corps étranger dans l'estomac. Dès qu'on va retirer le ballon, et toutes les études de suivi à long terme le démontrent, la reprise de poids est la norme. 80% des gens vont avoir une reprise de poids. Et donc, l'idée de pouvoir mettre des ballons chez ces gens, c'est principalement en bridge avant la chirurgie, donc discuter en multidisciplinaire avec le chirurgien. On a un patient super obèse, on va lui mettre un ballon, il va perdre un peu de poids pour pouvoir accéder à une anesthésie générale et avoir éventuellement une sleeve, et puis dans un deuxième temps un bypass avec des chirurgies plastiques, ou alors chez les gens qui ont vraiment une faible quantité de poids à perdre, chez des gens bien sélectionnés. Ensuite, on a les techniques de remodelage endoscopique. Donc, c'est Endoscopic Gastric Remodeling Technique. Issue de toute cette innovation des années 2000, mon ancien chef, le professeur de Vienne, faisait beaucoup de toga et d'endocinge. Puis, on a évolué vers ces techniques que je vais vous présenter actuellement. La technique la plus connue s'appelle l'ESG, Endoscopic Sleeve Gastroplasty, faite par un dispositif qui s'appelle Apollo, qui est un dispositif qui vient se clipper sur la tête de l'endoscope. Et ils sont actuellement en train de simplifier le dispositif. Ça permet de faire des sutures continues. On fait 7 à 8 sutures. On commence toujours le long de la face antérieure, on descend jusqu'à la face postérieure et on remonte. Aujourd'hui, plus de 300 000 procédures ont été réalisées dans le monde, avec une vaste littérature à propos de celle-ci, qui démontre une perte de poids aux alentours de 17% à 1 an, avec peu d'effets secondaires. On voit ici aux environs de 1%. Et donc, technique relativement simple qui nécessite plus ou moins 1 heure. Patient reste plus ou moins une nuit à l'hôpital. Et donc, on a effectivement une efficacité, une sécurité avec une procédure simple et rapide. Alors, quel est le point aujourd'hui de cette endosleeve? Cette endosleeve, elle a été utilisée pour refaire une endosleeve après une endosleeve. On voit ici des exemples où on voit des fils de suture qui se sont réouverts. Eh bien, on peut resuturer dessus, refaire une deuxième fois une sleeve là-dessus. On a également fait des endosleeves chez des enfants et chez des adolescents. On sait que, en général, les chirurgiens, dans les centres multidisciplinaires, on est assez frileux de faire des chirurgies chez les patients jeunes. Ici, on est avec des techniques qui ne vont pas engendrer de troubles de l'absorption des nutriments et des vitamines. Ils ne vont pas engendrer de troubles de la croissance. Et on est à même de pouvoir proposer ces techniques chez des enfants avec de bons résultats en termes de perte de poids. On reste toujours entre 15 à 20% de perte de poids total. On a également fait ces techniques chez les patients âgés. On sait que chez les patients de plus de 65 ans, on est également réticent de faire des sleeves chirurgicales. En tout cas, dans mon pays, la législation belge ne nous permet pas de réaliser ces techniques, mais par contre, des techniques moins invasives, elles sont tout à fait possibles, avec là également de bons résultats en termes de perte de poids. On l'a également fait chez les patients avant transplantation d'organes. Comme on a notre population obèse qui augmente de plus en plus, malheureusement, parfois, un patient obèse doit également avoir une transplantation, qu'elle soit cardiaque, rénale ou hépatique. Et on sait que le chirurgien va être réticent à faire cette chirurgie. Ce sont des grosses chirurgies avec des risques de complications élevés. Et ce risque est majoré tant pour la cicatrisation que pour le greffon en cas d'obésité. L'idée est de proposer des techniques moins invasives qui vont permettre de perdre du poids de manière à ce que ces patients puissent accéder à ces chirurgies plus lourdes. On l'a également fait chez les femmes jeunes avec un désir de grossesse. On sait que chaque kilo perdu va augmenter la fertilité, va permettre à ces femmes jeunes de tomber enceintes, et c'est ce qui arrive dans cette étude-ci.
On a aujourd'hui plus de 33 études en cours dans le monde par rapport à ces techniques de chirurgie. Alors, il y a d'autres dispositifs qui ont été créés. Le premier, le plus utilisé, ESG par Apollo. Celui-ci, que j'affectionne particulièrement, je l'ai développé avec l'Université libre de Bruxelles avec laquelle je travaille. Grosso modo, le fonctionnement est relativement similaire. Plutôt que de faire des sutures continues, on fait des sutures ici discontinues. On fait deux sutures sur la face antérieure, face postérieure qu'on vient apposer avec des pertes de poids relativement similaires, entre 12 et 15% à un an, et des risques de complications également aux alentours de 1%. Également des études qui sont en cours. On a une étude sur le diabète en France pour avoir le remboursement dans cette indication, patient 30-35 d'indice de masse corporelle plus diabète de type 2. Et on a une étude mondiale sur un patient obèse plus NASH, ou comme on l'appelle aujourd'hui MASH. Et donc, on voit effectivement dans cette étude randomisée contrôlée publiée dans un journal à qualité de lecture que les patients à 6 mois ont des pertes de poids totales aux environs de 12% et que le groupe contrôle qui a eu la possibilité d'avoir le traitement à 6 mois va rejoindre le groupe traité initialement et à 12 mois, le groupe se rejoint. Cette troisième technique est une technique tout en un qui s'appelle POSE, fabriquée par un autre fabricant qui s'appelle USGI, qui vient, lui, utiliser un dispositif tout en un et faire d'énormes plicatures au niveau principalement du corps gastrique. On travaille toujours en laissant l'antre et le fundus intact. Et l'idée est vraiment de tubuliser, réduire le volume au niveau du corps gastrique. Et donc, on voit ici, de nouveau, technique qui permet de réduire le volume du corps gastrique, avoir des pertes de poids aux alentours de 15 à 20%, avec des effets secondaires aux environs de 1%. Et donc, on prend cette paroi gastrique et on vient, à l'aide d'un immense stapler endoscopique, faire une plicature et on va déposer une forme de parapluie de part et d'autre de l'applicature qui vient d'être créée, qu'on va ensuite tendre pour faire la position tissulaire et sectionner le fil. Et puis on recommence, on recharge le dispositif et on recommence jusqu'à avoir cette restriction au niveau du corps gastrique. Alors, on a également mis en évidence que l'ensemble de ces techniques, par la perte de poids, vont améliorer les comorbidités, que ça soit la stéatohépatite non alcoolique, que ça soit le diabète de type 2. Et ici, on a même de nouvelles techniques qui arrivent. Cette technique s'appelle l'endosip. C'est un système qui permet, au travers d'un tire-bouchon qui vient faire une suture continue le long de la grande courbure. On a un mécanisme de succion qui vient aspirer la muqueuse à l'intérieur du dispositif. Et puis, on a ce tire-bouchon robotisé, automatisé, qui vient faire cette plicature. Et on n'a rien à faire. On appuie sur le bouton et le système vient aspirer le contenu de l'estomac, mettre cette muqueuse à l'intérieur du dispositif et par un dispositif automatisé, faire cette suture. Et puis, on repasse l'endoscope, on va voir où est-ce qu'on met notre prochaine suture et on fait la suture suivante. Alors aujourd'hui, on a en plus de ça de nouvelles armes à notre arc dans la prise en charge de l'obésité, que sont les analogues du GLP-1, Saxenda, Ozempic, qui ont eux-mêmes de bonnes efficacités en termes de perte de poids, nous alentours de 5 à 10%. Et bien sûr, l'étape suivante est la combinaison, c'est-à-dire adjoindre à la fois des techniques endoscopiques et médicamenteuses. Et on sait que leurs mécanismes d'action sont non compétitifs, c'est-à-dire les analogues du GLP-1 vont donner moins faim, là où les techniques d'endosleeve vont donner un sentiment de satiété précoce. Ça va permettre d'augmenter la perte de poids. Et donc, on voit ici qu'on est aux alentours de plus de 20% de perte de poids totale à 6 mois. On voit qu'on va arriver 25% et on est encore qu'avec le liraglutide qui est censé être la molécule la moins efficace des analogues du GLP-1. Quand on voit le tirzépatide ou le Mounjaro qui devrait arriver en tout cas chez moi 2025, on est à lui seul à 22,5% de perte de poids totale. Si on vient rajouter ces 15 à 20% avec l'endosleeve, on va arriver à
quelque chose qui sera extrêmement, extrêmement proche de la chirurgie. On vient de terminer ici de publier les guides de conduite concernant les techniques de primaires de prise en charge d'obésité par endoscopie. C'est une association entre les sociétés d'endoscopie européennes et américaines et les critères sont indice de masse corporelle de plus de 30 et indice de masse corporelle 27 à 29,9 chez les patients avec des problèmes de santé liés à l'obésité. Ma conclusion, elle est la suivante. L'obésité est aujourd'hui une maladie chronique avec des rechutes et des rémissions qui nécessite par définition une prise en charge multidisciplinaire, une collaboration entre les chirurgiens, les gastro-entérologues médicaux, les endoscopistes, les endocrinologistes, les diététiciennes, les psychologues, etc. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à battre cette maladie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre topo au sujet d'une opération qui intéresse énormément de monde et énormément de chirurgiens parce que c'est clairement l'avenir de toute une partie de la chirurgie bariatrique. Ma question est, est-ce que cette opération est validée en Belgique? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est payée? Est-ce qu'elle est remboursée? Alors aujourd'hui, l'opération n'est pas payée, pas remboursée en Belgique. Elle est remboursée en Italie, elle est remboursée en République tchèque, elle est remboursée en Angleterre et pas encore en Belgique. La demande de remboursement, donc vous voyez, pour vous faire un petit topo en Belgique, on a eu l'apparition de la valve de remplacement aortique. Avant, on faisait des chirurgies à cœur ouvert. On a mis maintenant ces valves percutanées. Il a fallu 14 ans pour modifier le système de remboursement. On avait une technique qui était meilleure que la précédente. Ici, c'est même pas encore le cas. On n'a pas une technique qui est meilleure, on a une technique qui est différente, avec un positionnement différent. Donc, je ne m'attends pas à ce que le système de soins de santé belge qui vit sans gouvernement d'année en année puisse avoir une réaction rapide sur un positionnement par rapport à une nouvelle technique où on vient défricher un champ qui est aujourd'hui, qui était avant inaccessible. Et donc, la demande a été introduite il y a 2 ans. On nous a dit que celle-ci mettrait entre 5 à 10 ans. J'espère que nous aurons un jour une réponse. Alors, moi, je me demande en fait si c'est le système santé belge, ou français d'ailleurs, qui est coupable, ou si ce sont les investigateurs. Parce que là, on travaille en France pour faire valider un certain nombre d'actes, et on a le régulateur qui nous dit, bah, écoutez, d'accord, elles sont bien vos études, mais en fait, elles ne suffisent pas. Et donc, en réalité, vous nous avez montré énormément de publications, et effectivement, je vois passer énormément de publications. Mais y a-t-il, par exemple, une cohorte prospective européenne avec un bras synthétique pour une indication de cette opération avec un matériel? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous nous avez dit, là, il y a 300 000 patients qui ont été opérés. Oui, J'imagine qu'il y a plusieurs centaines de publications. oui. Finalement, tout ça, ça fait les points SIGAPS, mais quand on veut valider une opération, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, Alors, je peux vous je répondre vous en tout cas interroge sur ce point, parce pour que nous sommes l'exemple très nombreux à français. attendre cette opération. Donc moi, j'ai fait une étude randomisée contrôlée entre Bruxelles et Marseille. On a validé l'étude avec le gouvernement belge et français pour une indication avec un type de dispositif. On a eu des résultats positifs, exactement comme on nous avait demandé. Le gouvernement belge nous a dit on a besoin de plus de temps pour analyser nos données. Le gouvernement français a dit ouh là là, on ne veut pas de patients belges dans notre étude, vous devez refaire la même étude, mais qu'avec des patients français. Et donc, les collaborateurs français viennent de terminer actuellement cette étude-là, qui va être publiée, j'imagine, encore courant de cette année-ci, et qui sera le pavé dans la mare du remboursement pour une indication. Après, je ne suis pas un partisan de un matériel. Je pense honnêtement qu'on a tellement de patients à traiter,
tellement de dispositifs différents que je serais plutôt en faveur d'avoir un remboursement pour une procédure. On met en général endoscopique sleeve gastroplastie et on fait une procédure. Moi, dans ma pratique clinique quotidienne, je fais par exemple un poème, donc un traitement d'une achalasie de l'œsophage par endoscopie. Il existe C'est de la réponse de François multiples qui a- couteaux que je peux utiliser, de multiples matériels différents à ma portée. Et en réalité, le remboursement, il est fait pour la procédure. Et l'utilisation du matériel est laissée à la libre appréciation du prestataire en fonction de son expérience, de son expertise, c'est le de responsable ce de qu'il la aime et qu'il nomenclature connaît. des actes. Non, mais moi, je salue vos efforts, hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une chose, là, d'abord, je vous remercie pour votre communication, mais surtout, je vous salue pour les études cliniques que vous menez, parce que vous êtes très minoritaire, en pratique, vous êtes très peu à faire ces études cliniques, et c'est très difficile. Et donc, c'est pas du tout une critique, mais moi, je me fais, si vous voulez, l'avocat du diable du régulateur qui dit, bah ouais, mais vous comprenez 20 contre 20, il y aura toujours un truc qui n'ira pas, et finalement, c'est comme ça qu'on attend et qu'on n'y arrive pas. Et donc, je pense que nous, on est très, à l'académie, on pousse beaucoup, par exemple, pour les registres, vous voyez, les cohortes en vie réelle. Parce que tout le monde peut inclure des cas à partir du moment où il y a des indications qui sont respectées, etc. Et, et, et donc, ça nous paraît très important pour arriver à valider ces opérations, parce qu'on les attend et on est sûr que ça va conquérir des parts de marché, même avec les médicaments considérables. Les patients, quand on leur propose la Cellio plutôt que la Laparo, ils préfèrent. Et quand on va leur proposer l'endoscopie plutôt que la Cellio, ils vont préférer. Ouais, je Bon, pense que c'est comme vous merci dites, pour le... c'est-à-dire on est en train aujourd'hui, et je pense effectivement au Vincent, registre. attention parce qu'on a encore plein de questions. Alors c'est pour ça que je me permets de te couper parce que il y a trop de questions. D'accord? Alors D'accord. on va te séquencer un petit peu. Alors, Si tu... je fais juste une mini réponse. Je pense qu'en fait, la technique va plus rapidement que le reste. La science suit et le régulateur suit de très, très loin. Et je pense qu'en fait, c'est le scénario. Et en réalité, cette technique, elle va être adoptée par les patients. Et c'est ça qui va obliger quelque part le régulateur à devoir se positionner à un moment. Alors question très très courte. Deux petites questions très courtes. Premièrement, ça m'impressionne beaucoup, moi, ces plicatures par l'intérieur. Est-ce qu'on a filmé ce qui se passait en endopéritonéal et on ne nous le montre jamais? Je serais très curieux de voir. Votre voisin a un film de ça. Très bien, ben, je serais très heureux de le voir. Donc, Facile. et en corollaire, on nous parle de perte de poids, mais on ne voit aucun chiffre sur la morbidité, la mortalité. On nous dit que ça perd 15%, 20% de perte de poids. Dans toutes les études chirurgicales, on parle de mortalité, de morbidité et de résultats à moyen et long terme. Là, on nous parle de résultats à court terme. Ni mortalité, ni morbidité. Je suis donc un peu surpris de ces communications. Et ma deuxième question très courte, on avait dit que la sleeve était efficace, notamment pour des raisons hormonales, pas que des raisons de volume, mais des raisons hormonales, notamment au niveau de la grosse tubérosité qu'on resséquait et qui permettait de réguler l'appétit. J'ai bien entendu qu'on ne touchait pas à la grosse tubérosité, et donc je suis un peu surpris de cette physiopathologie un peu déficiente. Alors, je vous Beaucoup, fais une beaucoup de réponse critiques. Très brève à bref, hein, chaque très bref comme question. réponse. C'est Péritoine, un on sujet a important. effectivement... Quoi? Je dis que Péritoine, on a les effectivement... critiques sont sévères et elles sont pas totalement injustifiées. L'absence de chiffres comparatifs sur la morbimortalité, sur les études à plus long terme, c'est fondamental. Sinon, parce que c'est une maladie chronique, vous traitez les gens en partie. À certains moments, vous êtes peut-être à une phase positive du résultat thérapeutique et peut-être vous les reprenez 5 ans après, ils ont repris 30 kilos. Je suis d'accord avec Comme en vous. chirurgie, certainement. Mais ça Exact. veut pas dire que on a résolu le problème. Et on parle à l'académie de tous les sujets. La semaine dernière, c'était l'arthrose du genou. On avait exactement le même type de problème. Eh bien, je vais essayer de vous fournir des réponses les plus scientifiquement robustes. Concernant la vision intrapéritonéale, nous avons effectivement des vidéos qui mettent en évidence avec les différentes techniques ce qui se passe au niveau du péritoine et on voit assez bien le fil de suture qui passe le long de la séreuse et qui revient à l'intérieur. Et je pense que j'imagine que Sylvana ou Christine doivent avoir ça
à portée de main pour vous les montrer plus tard. Concernant la morbimortalité, on a effectivement toute une série de patients. Vous imaginez bien que sur ces 300 000 patients, on a effectivement des effets secondaires qui sont arrivés et tous ceux-ci ont été publiés. Et donc, quand je vous dis pour l'endoscopique sleeve gastroplastie avec la technique Intel, on est à 1%. C'est parce qu'on est à 1%. La majorité des problèmes qui se sont arrivés avec ces techniques, c'est le système de préhension de la muqueuse qui passe à travers la paroi et qui vient attraper un organe adjacent, typiquement la vésicule biliaire ou d'autres organes, et qui vient engendrer des abcès, abcès de paroi, abcès de vésicule biliaire ou infarctus du grand épiplon, ce genre de choses. Il y a, à ma connaissance, pas de mortalité, en tout cas pas décrite sur ces 300 000 patients. Mais donc, de nouveau, ce sont des techniques qui arrivent actuellement. Elles ont commencé entre 2010 et 2015. Et donc, on a 10 ans de recul aujourd'hui. Et concernant le succès à long terme, on a des publications qui sont maintenant des publications à 5 ans, les publications à 8 ans commencent à arriver, avec effectivement des reprises de poids, mais avec aussi des succès à long terme. Et donc, on ne va pas se positionner comme une technique meilleure que la chirurgie. On sait qu'avec une sleeve, on a 30% de reprise de poids après 5 ans. On sait qu'avec une technique endoscopique qui est de facto moins efficace qu'une technique chirurgicale, on aura également la reprise de poids. L'avantage de ces techniques, elle réside dans le fait que là où une sleeve va imposer entre 5 à 8% de fistules, d'hémorragie, de problèmes chroniques, on n'a pas tous ces problèmes-là. Et donc, on peut reproposer après 5 ans à notre patient de refaire une endosleeve et de regagner effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un problème chronique avec des rechutes et des rémissions. On n'est pas la technique de référence Vincent, dernière question. meilleure qui va Désolé, remplacer tout le monde. je te coupe un peu. Dernière question parce que donc on a bien compris, tu as fait une diapo magnifique, notamment sur les recommandations qui viennent de sortir, qui parlent d'un IMC à partir de 27 plus comorbidité. En fait, on comprend bien qu'il y a un spectre de patients tellement large avec des phénotypes tellement différents, parce que si on commence à 27, qu'on va jusqu'à 70, on comprend bien que toutes les techniques trouvent une place bien précise. Je te pose une question très précise concernant la formation. Je veux dire, c'est l'un des sujets qui m'a particulièrement intéressé dans la session d'aujourd'hui. On a vu des chirurgiens extrêmement expérimentés, Mohit, Christine, Sylvana, dans l'art de faire une endosleeve, tout comme toi. Un chirurgien qui commence, qui est dans un centre de chirurgie bariatrique reconnu, qui qui veut développer un programme d'endosleeve. Il va s'adresser, et tu l'as très bien dit, chirurgiens et gastroentérologues peuvent faire tous les deux des endosleeves à partir du moment où ils ont une formation adéquate. Oui. Quelle est pour toi la définition de la formation adéquate pour qu'un chirurgien bariatrique, c'est-à-dire qui connaît l'anatomie, qui fait des sleeves, faisons simple, et qui veut maintenant glisser vers l'endosleeve? Quel est pour toi le curriculum? Je fais une réponse à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on a une publication scientifique à cet égard qui a été publiée par la Société européenne qui décrit exactement les compétences nécessaires pour pouvoir pratiquer l'endosleeve. Le deuxième niveau, et donc globalement, je vais te dire, c'est faire 10 à 20 sleeves accompagnés, c'est-à-dire d'avoir un mentor pour vraiment avoir un training de qualité, avoir compris les tips and tricks et avoir quelqu'un de référence si jamais on a des problèmes et des complications. En pratique, ça nécessite 2 choses. La première chose, c'est de pouvoir gérer ces complications. Et donc, ça nécessite un socle de base d'acquisition de compétences, de gérer une hémorragie, gérer une perforation, gérer une anatomie compliquée. Cette compétence-là, il faut l'acquérir avant de pouvoir pratiquer l'endosleeve. Et puis le deuxième niveau, c'est de réaliser des endosleeves avec un tuteur compétent qui peut amener l'expertise pratique pour la réalisation de ces procédures qui en elles-mêmes ne sont pas très compliquées. Mais comme souvent,
On peut faire 100 procédures qui sont extrêmement simples, mais il faut savoir gérer ces complications. C'est la clé du succès. Alors, excuse-moi parce que ma question n'était peut-être pas assez précise, mais avant la première fois chez l'homme, parce que le proctoring, l'accompagnement, évidemment, on est plus que convaincu. Avant la première fois chez l'homme, un chirurgien qui sait faire une sleeve, tu penses qu'il doit faire quoi? Il doit faire du modèle ex vivo pendant un certain nombre d'heures, guidé par quelqu'un qui va lui montrer les mouvements. Puis après, peut-être, est-ce que tu penses qu'il faut faire chez l'animal ou est-ce qu'il y a des modèles qui existent qui sont suffisamment fiables? Et puis, une fois qu'il a acquis toute la gestuelle, c'est à ce moment-là qu'il ira et qu'il fera la première fois chez l'homme accompagné? Alors, il doit faire la formation de Sylvana. Et une fois que Sylvana lui a donné le diplôme de formation en endoscopie, il peut commencer l'endosleeve avec Sylvana. Eh bien, ça, c'est très clair. Merci, Vincent. C'est bien. C'est facile, hein? Parce que cette formation, tu vois, c'est spontané. Hein? ben, On en a fait, rien c'est une dit. vraie réponse parce que cette formation, elle existe. Oui. J'y ai participé, donc j'ai vu la qualité de l'enseignement qui est prodigué. Et c'est vraiment un enseignement qui est adapté aux compétences des chirurgiens, c'est-à-dire ils ont l'habitude de travailler avec de la triangulation en célio. Et ici, on va transformer ça en un outil qui n'a qu'un seul bras de direction. Et donc, on est vraiment focalisé sur la compréhension, la modification de l'apprentissage avec quelque chose qui est à la fois sur des estomacs explantés, à la fois sur des modèles, à la fois sur de l'informatique et qui délivre un diplôme certifiant. Merci Vincent, on t'a volé ton temps.